Festival Oh les beaux jours, 3e édition, 28 mai-2 juin 2019, Marseille. Friction littéraire en podcast. Par-delà nature et culture, rencontre avec l'anthropologue et professeur au Collège de France Philippe Descola et le chercheur et auteur de bande dessinée Alessandro Pignocchi, animé par Sophie Joubert. Enregistré en public au Musée d'Histoire de Marseille. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Philippe Descola et Alessandro Pignocchi pour un dialogue autour de leur parcours et de leurs travaux. Alors, quelques mots quand même pour vous présenter. Rappelons, Philippe Descola, que vous êtes titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. En 1976, vous êtes parti faire votre terrain, comme on dit en ethnologie, chez les Achuars, qui est une population jivaro d'Amazonie. Cette expérience qui a duré 3 ans a été bien sûr fondatrice pour la suite de votre vie et de votre parcours intellectuel. Vous êtes notamment l'auteur des Lances du crépuscule, paru dans la collection Terre humaine, de Par-delà nature et culture, et puis plus récemment de ce petit livre d'entretien, La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier. Alessandro Pignocchi, vous êtes à l'origine philosophe, chercheur en sciences cognitives, et la lecture des livres de Philippe Descola, notamment les Lances du crépuscule, mais pas seulement, vous a énormément marqué. Ça a été là aussi très décisif pour la suite de votre vie. Vous êtes allé chez les Achuars 40 ans après Philippe Descola, enfin vous y êtes allé plusieurs fois d'ailleurs. De cette expérience, vous avez ramené une première bande dessinée documentaire qui s'intitule Anan, qui est à la fois une adaptation en bande dessinée des Lances du crépuscule et puis en même temps une mise en scène de votre propre expérience. On pourrait dire que c'est entre le documentaire et l'autofiction, enfin quelque chose comme ça. Les 2 bandes dessinées qui suivent sont sur un mode plus satirique, plus humoristique, Petit traité d'écologie sauvage et la cosmologie du futur. Et puis votre dernier livre intitulé la recomposition des mondes, donc bien sûr en référence à la composition des mondes. Voilà, on va mettre les deux côte à côte. Là, c'est un retour à un mode de narration plus documentaire. Et dans ce livre-là, vous racontez votre expérience à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où vous passez beaucoup de temps, et vous nous expliquerez pourquoi cette expérience-là est extrêmement importante pour vous. Disons aussi peut-être que vous tenez un blog, il est toujours actif, un blog qui s'appelle Puntiche, c'est le nom d'un insecte, je crois que c'est la larve. Prenez un micro, c'est la friandise. Ah. C'est les larves de charançon qui est quasiment le plat préféré des Jivaros. Et bon, c'est un sujet important dans ma BD, donc je l'ai appelé comme ça. Première question, peut-être pour évoquer vos parcours respectifs. La première chose qui vous relie à l'origine, au fond, c'est cette envie de faire un pas de côté. Philippe Descola, vous étiez parti pour des études de philosophie, et puis vous avez choisi l'anthropologie. Et vous avez fait en effet ce terrain chez les Achuars après un passage au Mexique, et puis finalement ça n'a pas fonctionné, donc vous avez choisi les Achuars. Pourquoi ce premier pas de côté? Et puis on parlera aussi après de votre pas de côté, Alessandro. La philosophie, à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, à l'époque où j'étais étudiant, c'était au fond un retour sur son histoire et sa genèse, et la problématisation de ses concepts. Donc c'était une reprise infinie de problèmes qui avaient commencé à être posés en Grèce il y a 2500 ans, et qui, au fil du temps, avaient en partie évolué, bien sûr, mais qui me paraissait très centré sur une partie du monde, qui était l'Europe, avec des concepts, Heidegger qui disait la philosophie parle en grec, et en allemand aussi, donc des concepts qui étaient très liés à des langues particulières, à des manières d'exprimer des réalités très particulières. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, en lisant d'ailleurs de l'ethnologie, que des expériences de vie, des expériences collectives dans d'autres régions du monde pouvaient fournir une matière à penser aussi intéressante que des expériences de pensée. Et c'est ça qui m'a conduit,
comme d'ailleurs beaucoup d'anthropologues et de sociologues, enfin de praticiens des sciences sociales au cours du siècle, depuis Durkheim jusqu'à maintenant, à sortir des voies bien tracées de la philosophie, notamment de la philosophie de la conscience, etc., pour essayer d'observer ailleurs et d'essayer de comprendre ailleurs des manières d'être au monde, des manières des formes de pratique, des manières de penser, des manières de conceptualiser les choses qui soient différentes de celles que la philosophie avait, dont la philosophie avait fait son miel en quelque sorte. Mais pourquoi cet ailleurs-là ? Pourquoi cette population particulière Alors il y a une une chose qui m'a... Il y a un effet Larsen, peut-être qu'il faudrait éteindre ça, non, je pense. Oui. Il y a une chose qui m'intéressait dès cette époque, et en fait dans les livres que vous mentionnez, il y en a un premier qui s'appelle La nature domestique et qui est la thèse que j'ai préparée sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Et cette thèse, elle portait sur mon champ d'intérêt particulier, ce sont les rapports entre une société et son environnement. C'est comme ça que je désignais les choses à l'époque. Je ne le fais plus maintenant. C'était il y a 40 ans. Et l'Amazonie me paraissait un endroit intéressant pour cela, parce que les chroniqueurs, depuis le XVIe siècle, ne cessaient de décrire les rapports entre les Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud et leur environnement comme une sorte de suradaptation, au fond. C'est-à-dire qu'il y avait la dimension négative et la dimension positive. La dimension positive, c'était que c'était des gens qui étaient des appendices de la nature, qui vivaient comme dans un jardin d'Éden, en cueillant les fruits qu'une nature généreuse leur dispensait. Ou bien il y avait la version négative, c'est celle de Voltaire, par exemple, et il y a toute une généalogie de la légende noire. C'était des brutes cannibales qui s'entretuaient et qui ne méritaient à peine le nom d'hommes. Et cette association c'est plus qu'une association, cette absence de dissociation entre les Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud et la nature m'avait frappé. Et au fond, elle continue encore jusqu'à présent. La légende noire, c'était celle que j'ai connue il n'y a pas si longtemps dans mon enfance, l'Amazonie, l'enfer vert, les tribus cannibales, etc. Et puis la légende dorée, c'est celle qui s'est progressivement développée, auquel les anthropologues d'ailleurs ont participé. C'est pas une mauvaise chose. Ce sont des botanistes avisés, des agronomes et des gens qui ont un rapport tout à fait de protection de la nature, etc. etc. Bon. Et cette oscillation était couplée au fait que, de la même façon, les chroniqueurs avaient quelque peine à voir quelles étaient les institutions sociales de ces sociétés. Il y a une formule classique qu'on employait au XVIe siècle, ce sont des gens sans foi, sans loi, sans roi, c'est-à-dire ils n'avaient aucune des institutions reconnaissables qui marquaient les sociétés européennes, les royaumes européens à l'époque, et ça a continué. C'est des gens qui vivaient assez souvent en habitat dispersé, sans État bien sûr, sans religion apparente, sans clergé, sans temple, sans système économique, etc., etc. Et donc c'est cette extrême frugalité sociale, si je puis dire, couplée à une connexion, semble-t-il, très forte avec la nature qui avait attiré mon attention. C'est pour ça que j'avais souhaité aller chez les Achuar, qui à l'époque n'avaient jamais été décrits ethnographiquement, pour comprendre quels étaient leurs rapports avec l'environnement. Et c'est ça qui a déclenché, au fond, par la suite, une façon, pour moi, un peu différente de percevoir, d'une manière générale, les rapports entre les collectifs humains et les collectifs non humains. Alessandro Pignocchi, votre pas de côté à vous a été notamment déclenché par la lecture des livres de Philippe Descola, donc je l'ai dit tout à l'heure, la philosophie, les sciences cognitives. Alors, vous faisiez du dessin déjà, mais vous aviez un petit peu mis ça de côté. Et puis le dessin, au moment de ces voyages en Amazonie, est revenu au fond d'une manière, je dirais presque utilitaire. Enfin, c'était plus simple de dessiner et surtout mieux de dessiner que de filmer. Enfin, je trouve pas le mot adéquat. Mais... On réanalyse toujours a posteriori les raisons
qui font un choix. Oui, je peux dire a posteriori que la BD était beaucoup plus appropriée que la vidéo pour rendre compte de ça, ce qui est vrai. Sur le coup, c'est surtout parce qu'on n'a pas eu les financements pour faire le... De même que ma transition de la recherche en sciences cognitives vers la BD, c'est aussi parce que j'arrivais pas à trouver de poste fixe en sciences cognitives. Mais on peut réanalyser tout ça a posteriori. Et il y avait aussi un peu du même ordre, sans doute, une lassitude, une perte de foi dans les sciences cognitives, et qui sont extrêmement envahissantes intellectuellement, parce que elles fournissent des outils très puissants qu'on peut plaquer sur à peu près n'importe quel problème intellectuel qu'on se pose. Et dans un premier temps, c'est fascinant et un peu enivrant de découvrir ces concepts, mais après, ça stérilise un petit peu la pensée. Donc moi aussi, il y avait une forme de lassitude. Et du coup, le pas de côté, c'est vers l'Amazonie ou vers la bande dessinée duquel je parle. Vers l'Amazonie, c'est quand même beaucoup. J'étais déjà allé en Équateur plus jeune, donc j'avais quand même une patte pour l'ornithologie quand j'étais vraiment petit, pour les drogues hallucinogènes que cuisinent les Jivaros quand j'étais adolescent. Donc j'avais déjà une connaissance, mais pas des Hatchers. Et la lecture des Lances du Crépuscule, effectivement, ça a été un petit choc intellectuel. J'aurais pu l'avoir par d'autres lectures, mais là, en l'occurrence, ça a été ça. Parce que donc, j'étais passionné d'ornithologie, j'avais toujours envisager la protection de la nature et sous la forme du parc naturel comme la chose à atteindre, l'objectif pour lequel il fallait militer de toutes ses forces, et découvrir sous la plume de Philippe Descola que la nature est une construction sociale occidentale, pas du tout universelle, et que donc ce cliché de l'Indien proche de la nature, qui est un abus de langage, vu qu'ils n'ont pas de concept de nature. Voilà, apprendre dans les Lances du Crépuscule qu'il n'y avait pas de traduction du terme nature dans aucune langue amazonienne, ça a été un petit choc. Ça fait c'est le genre de petit choc que produit souvent l'anthropologie, d'ailleurs souvent plus efficacement que les exercices de pensée de la philo classique, où ça vous donne un contrepoint, quoi. Ça prend acte du fait qu'une idée, un concept n'est vraiment pensable qu'à partir du moment où on est capable d'imaginer son contraire. Si on n'est pas capable d'imaginer le contraire, c'est juste une évidence. Typiquement, la distinction entre nature et culture, c'est si évident que la réflexion n'a même pas de prise. C'est même pas pensable. On prend acte, on s'inscrit spontanément là-dedans, et donc on considère que puisqu'il y a une nature qui existe, il faut la protéger. Et découvrir que cette distinction n'est pas universelle, ça fait c'est un peu un petit vertige. On se sent soulevé hors de soi et on se voit d'un coup du dessus, et ça a un nombre de conséquences intellectuelles qu'on pressent quand on découvre ça, qu'on peut filer cette découverte-là en se disant si cette distinction-là n'est pas, si on peut faire sans, si tout un tas de peuples font sans, si les non-humains, plantes et animaux peuvent être considérés plus comme des personnes, comme des partenaires sociaux que comme des objets à exploiter, ça ouvre un nombre de perspectives, et donc c'est pour jouer sur ce petit vertige intellectuel-là, qui du coup était une source de motivation, que je suis retourné chez les Hatchers, là où était avec les Lances du Crépuscule à la main, avec l'envie de retrouver exactement les Lances du Crépuscule. Ça s'est bien sûr pas du tout passé comme ça, mais c'était ça. Pas seulement, parce que quand on imagine un lieu à partir d'une lecture, ne serait-ce que parce que c'est de l'imagination, quand après on le découvre en vrai, il y a toujours au moins une part de déception. Et en tout cas, ça ne correspond jamais à ce qu'on a imaginé. La recherche du temps perdu de Proust marche en partie là-dessus. Et moi, il s'est passé en gros ça. C'est-à-dire que j'avais construit un fantasme de l'Hatcher en me disant je vais quand même rencontrer un peuple qui discute quotidiennement avec les plantes et les animaux. Je m'attendais au choc de l'altérité ultime, et ça ne s'est pas passé comme ça. Un mot peut-être pour décrire cette première planche qu'on a derrière nous, qui est extraite de Anand, donc votre première bande dessinée. Donc il faut expliquer peut-être ce que sont les Anand avant toute chose. C'est justement les petits poèmes, je ne sais pas comment appeler ça, petites chansons, soit chantées à voix basse, soit récitées mentalement, qui permettent d'établir alors soit une forme de communication de pensée, soit en tout cas d'entrer en communication avec les plantes et les animaux, peut-être. Et du coup, c'était évidemment ça cristallisait ma fascination pour ce que racontait Philippe des Hatchers, et j'y suis retourné en ayant très envie d'entendre moi-même des Anand.
Donc on voit bien là sur les planches le double plan de cette bande dessinée, c'est-à-dire à la fois une adaptation en bande dessinée des Lances du Crépuscule, et puis l'autre plan, c'est vous sur le terrain, armé du livre de Philippe Descola. Je ne dirais pas que c'est une adaptation des Lances du Crépuscule. Les passages illustrés des Lances du Crépuscule, ça vise, alors c'est pour ça que je l'ai fait à l'aquarelle, un peu flottant, sans trait, machin, ça tente d'évoquer le genre d'image mentale qu'on construit quand on lit le récit. Donc le principe de la BD, c'est un aller-retour entre ce que je fantasmais avant de partir, tous ces fantasmes construits, et la réalité qui s'est heurtée évidemment de plein fouet avec eux, puisque la réalité correspond rarement avec le fantasme. Philippe Descola, vous racontez dans la postface du livre que votre rencontre n'a pas été aussi romantique que ce qu'il veut bien le dire dans la bande dessinée, mais en tout cas, quand il est venu vous voir, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que, enfin, pour un chercheur, c'est quand même quelque chose de voir que quelqu'un prend vos idées vraiment pour aller sur le terrain, que ça va changer sa vie. Enfin, j'étais très content de le recevoir et de voir que ce jeune philosophe spécialiste de sciences cognitives avait éprouvé une attirance tellement forte à partir d'abord de souvenirs d'une première expédition, d'un premier voyage un peu chaotique, hein, et qu'il cherchait à rectifier au fond ce qu'il avait expérimenté chez les Schwartz, c'est-à-dire chez les voisins des Hatchwarts à l'époque, par un deuxième voyage dans lequel il prenait mes travaux comme une sorte de guide spirituel. Alors en même temps, j'étais un peu inquiet parce que servir de guide spirituel ou de confesseur, c'est toujours un peu problématique, mais je n'étais pas confessé. Et par ailleurs, c'est une expérience qui ne m'est pas complètement inconnue parce que, au fond, ce livre en particulier que vous mentionnez, Les Lances du Crépuscule, je l'ai écrit pour essayer de faire comprendre à un public assez large ce que c'est que l'expérience ethnographique, c'est-à-dire comment progressivement, au fil des mois, au fil des années, on construit la compréhension d'une société, souvent de façon très accidentelle, d'abord évidemment en apprenant la langue, et petit à petit, du fait qu'on apprend la langue, il y a des pans nouveaux de cette société qui se révèlent. Et ce livre, de ce point de vue-là, non seulement évidemment rencontré un public assez large, mais il a aussi incité pas mal de jeunes étudiants à choisir comme métier l'ethnologie. Certains ont été en Amazonie, d'autres pas, et donc j'ai reçu au fil des années pas mal de jeunes j'allais dire de jeunes chercheurs, de jeunes étudiants voulant mener une carrière de chercheur. Stimulés par l'appétit de connaître et par le désir de découvrir des choses nouvelles, qui m'ont demandé de les conseiller, de les guider, de les orienter pour mener des études en Amazonie. Et le résultat, au fond, de cette expédition, de ce voyage à Napourac et ensuite dans la région où moi-même j'avais résidé le plus longtemps, j'avais fourni des enregistrements à Alessandro qui l'introduisait à des gens que je connaissais dans cette région. Et le résultat, évidemment, était très amusant parce que se voir transformé en personnage de bande dessinée, c'est toujours... moi, j'étais un grand amateur de bande dessinée, mais de bande dessinée assez différente. Je suis de la génération de Tintin, de Blake et Mortimer, etc. Et donc, devenir un personnage de bande dessinée, c'était assez amusant. Et ce que j'ai surtout trouvé passionnant, c'est de voir l'évolution dont on va parler tout à l'heure d'Alessandro au fil du temps, c'est-à-dire comment cette expérience initiale l'a transformé et a transformé son regard sur les choses, comme elle avait transformé mon regard sur les choses, sauf que la transformation que j'ai subie moi, je l'ai méthodiquement développée sous la forme d'une œuvre scientifique. Et Alessandro l'a méthodiquement développé sous la forme d'une œuvre littéraire et maintenant d'une action politique dont il va parler tout à l'heure. Donc ces deux voies différentes, elles ne sont pas incompatibles, au contraire. Je pense que on aura l'occasion d'en parler peut-être, que
les développements théoriques qui sont, au fond, qui ont été stimulés par mon expérience ethnographique, qui m'ont conduit à mener les recherches que j'ai faites et à publier un livre comme Part de la nature et culture, ont des conséquences politiques importantes. Et je suis donc très content que ces conséquences soient exploitées et rendues visibles, au fond, par des gens d'une génération un peu plus jeune que la mienne. Oui, puisque vous-même, quand vous êtes parti chez les HUA, vous étiez un jeune étudiant très politisé, et puis voilà, vous avez été un peu déçu par le marxisme-léninisme, pour faire vite. Les gens de ma génération étaient très politisés, et donc nous étions presque tous, surtout les étudiants en philosophie, nous étions tous des militants, mais dans un cadre général léniniste, disons, et les questions en particulier de rapport à ce que j'appelais encore à l'époque de rapport à la nature, ou d'écologie, si vous voulez, étaient très, très peu développées, pas du tout prises en compte par la gauche. Elles l'ont été très, très progressivement. C'est un peu surprenant de voir maintenant que, pour des gens de ma génération en tout cas, que des questions au fond de la surface géoécologique qui est nécessaire au fonctionnement du capitalisme avaient été complètement passées sous silence par la gauche. Et j'avais le pressentiment que c'était quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je suis parti en Amazonie pour voir comment ça marchait. Et donc cette déception vis-à-vis des cadres théoriques, si vous voulez, de notre génération, on pensait qu'en créant le parti léniniste idéal, débarrassé des scories des déviations staliniennes et maoïstes, on arriverait à créer un monde nouveau d'émancipation et de bonheur. C'était un peu une illusion. C'est pour ça que je trouve très intéressant tout ce qui se passe maintenant autour, précisément, d'un rapport nouveau entre humain et non-humain qui est contradictoire avec l'esprit du capitalisme, comme il était contradictoire avec l'esprit du socialisme réel, si je puis dire, c'est-à-dire celui de l'Union soviétique ou à l'heure actuelle de la Chine ou du Vietnam ou de pays qui sont socialistes en principe, mais qui ont un mode d'utilisation, de déprédation effrénée de la nature, pour employer un terme un peu général, en tout cas des rapports non humains. Ça n'existe pas. Oui, je sais, voilà. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est vous qui dites ça. C'est très embarrassant, effectivement. C'est un thème qui a une telle puissance symbolique et d'évocation qu'on peut lui faire dire à peu près tout. C'est Heidegger qui le disait. Hein. La puissance de ce concept dans la pensée occidentale, c'est que à peu près tout peut lui être opposé, la nature et les hommes, la nature et la culture, la nature et l'histoire, la nature et l'art, etc. Et donc définit, c'est un concept vide, mais qui définit par défaut toutes sortes de caractéristiques, au fond, de la modernité. Et donc voilà, c'est difficile de s'en débarrasser complètement. Mais l'une des choses précisément qui me semble importante à souligner, pour revenir à cette question politique, c'est que le développement, au fond, de la modernité, qui est fondé paradoxalement sur l'idée de nature, c'est-à-dire le fait que les humains se différencient de la nature parce que ils ont des capacités morales, psychologiques, cognitives, etc., qui leur donnent la maîtrise intellectuelle, qui leur permet l'étude scientifique de cette nature et qui leur permet techniquement de maîtriser les ressources qu'elle contient. Donc ça, c'est la grande histoire de la modernité qui se déploie de façon systématique à partir du XVIIe siècle. Mais cette histoire qui aboutit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle au libéralisme, c'est-à-dire à l'idée que l'émancipation progressive des peuples, en Europe, bien sûr, il ne faut quand même pas exagérer, hein, en Europe, est fondée sur l'accumulation des richesses, sur le progrès du bien-être. Ce couplage, qui est encore manifeste dans le discours des hommes politiques, du politique en Europe, ce couplage, il est fondé sur l'élimination, sur la dissimulation de la dévastation
de la nature, je m'excuse, c'est-à-dire au fond de la surface géoécologique nécessaire au développement du libéralisme. Ou, eh bien, dans les énergies fossiles, mais avant ça, dans le colonialisme, c'est-à-dire dans l'économie de plantation esclavagiste en Amérique du Nord, etc. Donc pour que le libéralisme devienne le capitalisme moderne et le capitalisme industriel, il a fallu cette dissimulation du rôle de la fondation matérielle, physique de la nature, fondée sur l'idée qu'elle est une ressource illimitée, dans la philosophie politique et juridique, au fond, qui nous continue à nous faire tenir comme des collectifs sociaux. Alessandro Pignocchi, vous le disiez tout à l'heure, donc évidemment cette idée de dépassement de l'opposition nature-culture a été vraiment fondamentale pour vous. Il y a autre chose dans la pensée de Philippe Descola et dans ce que vous avez vu chez les Achuard qui vous intéresse beaucoup, c'est cette idée des relations non pas de sujet à objet, mais de sujet à sujet. C'est la même chose. C'est que le concept de nature, en tout cas comme on l'utilise, et la distinction nature-culture, sous-entend que les seuls sujets sont les humains qui sont du côté de la culture, et tout le reste, c'est une sphère autonome d'objets, étudiables par la science, exploitables, etc. Une ressource, en fait. Une ressource ou un sanctuaire à protéger. Utilitaire, et du coup, moi, je l'ai traduit, enfin, c'est complètement... J'aime bien le traduire sur cette distinction-là entre deux types de relations qu'on peut avoir avec l'autre, soit une relation de sujet à objet, soit une relation de sujet à sujet, parce que ça satisfait le chercheur en sciences cognitives que j'étais, vu que c'est très ancré psychologiquement. C'est vraiment deux attitudes différentes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre quel qu'il soit, quoi. Que ce soit un humain, un animal, une plante ou un objet, quoi. Et ces deux modes de relation, vraiment distincts du point de vue des rouages psychologiques qui sont mobilisés, et entre lesquels on peut basculer très vite. Quand on considère l'autre comme un objet, qu'on a avec lui une relation de sujet à objet, la valeur de l'autre ne dépend que des fonctions en gros qu'il peut remplir pour nous, quoi. Et donc c'est cette relation-là qui est typique de l'Occident moderne vis-à-vis de la nature, qui est illustrée entre autres par la notion de service écologique, qui semble devoir justifier tout acte de protection. Il faut forcer, c'est parce que cet espace nous rend des services, fussent-ils des services de contemplation esthétique, de récréation, etc. Mais c'est toujours dans un rapport d'utilisation de sujet-objet. Et quand on considère l'autre comme un sujet, là, d'un coup, il a une valeur intrinsèque, indépendante des services qu'il peut nous rendre, et on mobilise d'autres facultés empathiques, plus émotionnelles, affectives, etc. Et on oscille très vite entre les deux, quoi. Quand mon ordinateur portable commence à dysfonctionner, que vraiment c'est horrible et que je me demande comment je vais me venger de lui, je me dis, est-ce que si je vide cette bouteille d'eau dans son clavier, est-ce qu'il va souffrir, est-ce que je peux lui faire du mal, je me mets à le considérer comme un sujet, ensuite je me reprends, je fais, non, c'est juste, ça va le casser, c'est pas assez absurde. Ou quand l'exemple très bateau que je prends dans la BD sur la ZAD, c'est qu'on a pris l'habitude, quand on vit dans des grandes villes, à Paris notamment, de contourner, d'enjamber des migrants, des SDF, etc., en les considérant comme des objets. C'est pas pour se protéger soi-même, on les voit juste comme des sortes d'obstacles à éviter, mais il suffit de très peu de choses. Il y en a un qui m'a appelé frérot quand j'arrivais ici, ça m'a fait un choc ce terme, et je me suis retourné, et là du coup c'était devenu un sujet, et c'est assez vertigineux quand on se sent à leur place, et on oscille très facilement entre ces deux. Donc c'est vraiment deux attitudes psychologiques très fondamentales de l'esprit humain. Et bien sûr, chez nous en Occident, on a régulièrement des relations de sujet à sujet avec des plantes et des animaux, quand on parle à son animal domestique, quand n'importe quel petit éleveur qui connaît chacune de ses bêtes par son prénom et qui souffre avec elles quand elles sont malades, a une relation de sujet à sujet avec elles. Mais ce n'est pas cette relation-là qui façonne la société, en gros les normes sociales et la façon dont le monde s'organise. Inversement, en Amazonie, il y a... évidemment que régulièrement les Indiens vont considérer les plantes et les animaux comme des objets, mais c'est pas cette relation-là qui façonne globalement leur rapport au monde. Et donc ça me semble être une façon à la fois ancrée psychologiquement et efficace de décrire très concrètement cette espèce de changement de mentalité que tout le monde appelle de ses voeux, mais on ne sait jamais très bien ni ce que ça veut dire concrètement, ni surtout comment s'y prendre, quoi. Et quand on pose le problème en termes de soit une nature-objet, soit des non-humains sujets,
et on voit déjà ce que ça veut dire, et surtout on voit les outils, la méthode pour y parvenir. Puisque l'idée, en gros, c'est qu'il n'y a pas l'idée que je défends maintenant, mais je pense que c'est la même, c'est juste reformulé différemment, qu'il n'y a pas d'issue sérieuse à la crise écologique sans tendre vers un rapport au monde où la relation par défaut, à la fois la plus spontanée et celle qui structure notre rapport au monde, et une relation de sujet à sujet avec les non-humains. Donc on ne les considère plus ni comme des ressources, ni comme des objets précieux à protéger, mais comme des sujets avec une intériorité, etc. Il faut tendre vers ça, entre autres pour 2 raisons toutes simples. La première, c'est que la relation de sujet à objet, donc qui règne en Occident, se décline sous 2 formes différentes, qui est soit l'exploitation, soit la protection. Donc sauf que cette espèce d'oscillation est biaisée, c'est un phénomène de cliquet, vu que si on décide d'exploiter, de protéger un lieu, on peut toujours changer d'avis et choisir de l'exploiter ensuite, alors que l'inverse est plus compliqué, évidemment. Mais surtout, que la relation de sujet à objet est beaucoup plus pauvre cognitivement. Quand on rentre dans une relation de sujet à sujet avec un non-humain, un écosystème, etc., on mobilise des facultés affectives, empathiques, etc., qui sont beaucoup plus riches cognitivement qu'un rapport d'utilisation ou de protection. Et donc il faut tendre vers ça. Pareil, là, on ne sait pas comment s'y prendre, mais la méthode que ça suggère, c'est qu'il faut s'en prendre, en gros, au mythe de l'indépendance de la sphère économique, qui est l'autre grand pilier fondateur, avec la distinction nature-culture, de la modernité occidentale. Le mythe que les faits économiques, non seulement sont détachés de la vie sociale, ça encore c'est propre à l'Occident, chez les Givaro ou partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas de faits économiques. Un échange d'objets est toujours plus qu'un échange d'objets, c'est une reconnaissance de solidarité ou d'inimité ou tout un tas d'autres choses, mais c'est imbriqué dans le tissu social. Chez nous, les faits économiques, non seulement ont été extraits au cours du 19e siècle, mais surtout mis en surplomb. Et c'est ce qu'on critique régulièrement quand nos hommes politiques prennent le PIB ou des points de croissance comme des fins en soi, comme un but à atteindre complètement indépendamment des réalités socio-environnementales qu'il y a derrière. Et le problème de cette sphère économique toute puissante qui est devenue le principal outil d'auto-légitimation de nos dirigeants, c'est qu'elle a besoin d'objets. Elle ne peut se nourrir que d'objets. L'économie a besoin non seulement de chiffrer tout ce qu'elle touche, mais surtout que ces choses soient interchangeables. Sont interchangeables selon la valeur qu'elle leur attribue. Or, des sujets ne sont pas interchangeables, bien sûr. Donc à partir du moment où on est dans un monde où la sphère économique domine tout le reste de la vie sociale, les plantes et les animaux ne peuvent être considérés que comme des objets. Et donc, pour défaire ça, il faut s'en prendre à ce mythe de l'indépendance de la sphère économique. C'est ce qui se passe sur la ZAD, sans vouloir brûler les étapes. Et surtout, ce qui est marrant, et ça a été une découverte relativement récente, c'est qu'à partir du moment où une lutte sociale s'en prend à ce mythe économique, c'est-à-dire où en gros des humains se disent non, on ne veut plus être des objets interchangeables, on ne veut plus être de la ressource humaine, on aspire à autre chose, on aspire à réintroduire des dimensions non comptables, en fait ce qui fait tout le sel de l'existence qui ne se compte pas. À partir du moment où une lutte prend cette voie-là, elle devient, par la force des choses, et spontanément une lutte écologique, parce qu'elle ouvre les espaces, même si c'est des gens qui n'ont aucun intérêt pour les plantes, les animaux, etc., parce qu'elle ouvre les espaces pour d'autres types de relations, et aussi une espèce de forme de solidarité spontanée entre tous ces objets maltraités par la sphère économique qui aspirent à redevenir des sujets, en gros. Et donc ça crée une solidarité spontanée avec les non-humains. Et donc le paradigme de cette lutte, à mon avis, c'est les luttes territoriales type ZAD, mais pas seulement, en fait. Alors, on va venir à la ZAD dans un instant. Peut-être, Philippe Descola, pourriez-vous développer un exemple que j'aime beaucoup et je trouve assez parlant, c'est l'exemple de l'interaction dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les humains, de l'autre côté la forêt sauvage. Vous dites au fond que les Givaro ont fait de cette forêt une espèce de macro-jardin. Et là, c'est vraiment un exemple d'interaction. Oui, c'est pas simplement les Givaro, c'est en général les populations amérindiennes des basses terres d'Amérique du Sud. Depuis le début de la domestication des plantes, il y a à peu près 8000 ans dans cette région, les techniques, les façons culturales, notamment l'horticulture sur brûlis, est une sorte de prolongement de la gestion des plantes sous couvert forestier, et en particulier dans un essart, dans un jardin, on coupe la forêt, on brûle, et sur la litière de cendres, on plante du manioc, patates douces, des ignames, etc., des papayes. Et on transplante aussi des plantes sauvages. Et la transplantation de plantes qui viennent de la forêt dans les jardins, comme on abandonne le jardin au bout de 3-4 ans, fait que la
composition floristique de la forêt se transforme progressivement. Autrement dit, la forêt amazonienne est en partie anthropique, c'est-à-dire que la composition floristique de la forêt a évolué au fil des millénaires du fait de cette pratique. Il y a aussi le fait qu'il y a des animaux qui viennent manger le manioc, par exemple, et qui, en venant dans les jardins, vont déféquer, vont donc se laisser des graines qui vont de fruitiers, qui vont germer, etc., etc. Donc cette pratique a complètement transformé la forêt, et il n'y a pas de conscience chez des populations amérindiennes que je connais du fait d'avoir, au fond, fabriqué une forêt artificielle. Néanmoins, ça se transmet par des... alors chez les Achuar, par exemple, la forêt est un jardin. Hein. C'est le jardin d'un jardinier, c'est un esprit qui s'appelle Shakaim, et donc qui vient visiter les hommes en rêve, qui leur indique les meilleurs endroits pour ouvrir des jardins. Et ce que font les Achuar lorsqu'ils ouvrent un nouveau jardin, c'est qu'ils substituent des plantations humaines à des plantations d'un esprit. Et lorsque le jardin est laissé à l'abandon, c'est donc le jardin de l'esprit qui va recoloniser le jardin des humains. C'est ce mouvement de va-et-vient fait qu'il est évidemment absurde de parler d'un univers sauvage d'un côté, d'un univers domestique de l'autre, parce que tout dans la forêt, de ce point de vue-là, est conçu comme étant domestique, et l'est en grande partie, puisque la forêt est encore une fois le résultat d'un processus de domestication involontaire. Et donc ces liens extrêmement profonds et anciens entre les populations amérindiennes et les non-humains, les plantes et les animaux, parce que ça a des effets aussi sur les populations animales, sont conceptualisés sous la forme de relations de personne à personne. Alors, je fais une petite remarque à propos du sujet-objet. L'une des choses que j'ai cherché à montrer précisément dans mes travaux, c'est que cette relation très singulière des Amérindiens des basses terres d'Amazonie, que j'ai appelé animisme en sortant de la naphtaline, un concept qui était tombé un peu dans le discrédit, il est perceptible dans d'autres régions du monde, notamment dans d'autres populations amérindiennes dans le nord de l'Amérique du Nord. Il est perceptible en Sibérie, il est perceptible dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie, etc. Mais il n'a rien d'universel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formules possibles qui permettent, et on revient là à la question des conditions de la cognition, c'est-à-dire qui permettent de faire des inférences à l'identité des êtres avec lesquels on interagit. Et parmi ces inférences, il y a l'inférence animiste, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, on a affaire à un sujet parce qu'il a une intériorité analogue à la mienne. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un chat, ça peut être un rosier, ça peut être n'importe quoi. Et à cela, il faut ajouter une spécificité qui permet de concevoir de façon tout à fait singulière les collectifs animistes, c'est que chaque espèce est vue comme ayant des dispositions physiques qui lui permettent d'occuper un certain type de niche, et ce qui est parfaitement logique. Hein. Le monde d'un jaguar n'est pas le monde d'un poisson, qui n'est pas le monde d'un papillon, etc. C'est-à-dire qu'ils occupent des niches qui se coïncident en partie, notamment par l'intermédiaire de la chaîne trophique, parce qu'ils se boulottent les uns les autres, et les humains sont une espèce parmi d'autres, à l'intérieur de laquelle on doit distinguer des sous-espèces, et je peux dire qu'ils sont des groupes, alors pour les Amérindiens, qui ont des dispositions physiques qui varient, qui sont conçues comme des dispositions physiques, mais que nous, on va appeler des dispositions culturelles. Donc, les Achuar voient leurs voisins Quechua, par exemple, du fait qu'ils ont un habitat différent, qu'ils mangent des choses différentes, qu'ils parlent une langue différente, etc., comme une sorte d'espèce, c'est-à-dire dotée de dispositions physiques qui leur permettent d'avoir une niche écologique à la manière d'un toucan, d'un jaguar ou d'un singe laineux. Et c'est cette combinaison entre une inférence d'intériorité, c'est-à-dire l'idée qu'un non-humain
une plante, un animal est un sujet, et en même temps cette idée que ce sujet vit dans un collectif qui entretient des rapports collectifs avec mon collectif à moi, qui fait la caractéristique de l'animisme. Et là, c'est plus difficile à concevoir, c'est-à-dire c'est fondé sur des inférences que chacun d'entre nous peut faire, en effet, mais qui sont systématisées. Et c'est en ce sens que là, il y a un contraste qui va au-delà de sujet-sujet, sujet-objet, c'est-à-dire que le contraste est avec ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire cette idée au contraire que les humains se caractérisent de façon complètement singulière à l'intérieur des autres êtres organisés par les facultés cognitives, morales, le symbolisme, le langage, etc., qui les distinguent de tous les autres et qui en fait des sujets qui leur permettent d'agir sur le monde, de le transformer, etc. Et en même temps, de point de vue physique, et ça commence avec la théorie des animaux-machines de Descartes et ça se développe au fil du temps jusqu'à Darwin, ils ne sont pas d'une singularité particulièrement notable par rapport à d'autres entités, puisqu'ils sont régis par les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. etc. Donc ce contraste, il est important, puisque c'est une inversion, au fond, entre l'animisme et le naturalisme. Mais il y a aussi d'autres formes dans lesquelles, au fond, l'animisme, au sens de traiter un non-humain comme un sujet, et évidemment un humain, n'est pas véritablement pertinent, et c'est ce que j'ai développé dans Part de la nature et culture, c'est-à-dire l'idée, par exemple, qui est, au fond, qui nous est familière, parce que c'était notre passé métaphysique, si je puis dire, c'est celui qui s'est déployé jusqu'à la Renaissance, c'est l'idée que le monde est fait d'une très grande quantité de singularités, et dans un monde aussi complexe, où chaque élément est différent des autres, il faut pouvoir trouver des analogies entre ces éléments. Et donc on va créer des chaînes de correspondance de qualité, dont les formes les plus classiques, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme, par exemple, sur lequel est fondée l'astrologie ou bien d'autres choses, les théories médicales, la théorie de la signature, etc. Quelque chose de très commun dans le monde, qui était très commun dans notre monde, qui est très commun encore dans le monde andin, dont on parlait tout à l'heure, dans le monde, parmi les populations amérindiennes du Mexique, en Extrême-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, etc. Donc c'est un dispositif qui est un peu différent. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types d'inférences, mais les humains ont la capacité de faire des inférences très très différentes quant à l'identité des êtres avec lesquels ils interagissent. Et donc celle que tu as mentionnée, elle est très pertinente, mais c'est l'une parmi beaucoup d'autres. Voilà. Alessandro. Juste, non, parce que moi, c'est précisément pour ça que, à part l'ancrage psychologique qu'a la distinction relation de sujet à sujet, sujet à objet, c'était aussi j'ai adopté ça aussi pour trouver une formulation plus large que de dire, par exemple, que les non-humains sont considérés comme des personnes, englober les autres formes cosmologiques non occidentales. Déjà parce que souvent les gens pensaient que je proposais qu'on aille vers une forme d'animisme. Donc, quand je présentais ça, par exemple, sur la ZAD, on me disait « Mais non, mais moi, je ne considère pas mes salades comme des personnes. Et on ne va pas tendre vers ça. » Et la relation de sujet à sujet est beaucoup plus large que la relation animique où on lui attribue une intériorité similaire à celle des humains. Mais du coup, toi, tu ne serais pas d'accord pour dire que dans un collectif totémique ou analogique, la relation par défaut avec les non-humains est de type plutôt sujet à sujet? Alors, il faut préciser les notions de totémique et analogique. Parce que là, on a pris comme... Il n'y a pas besoin de les préciser, c'est d'autres façons qui sont ni le rapport au monde occidental, où les plantes et les animaux sont dénués de toute forme d'intériorité, ni la façon animique amazonienne, où on leur attribue une intériorité similaire à celle des humains, mais qui est une forme extrême. En Amazonie, voilà, pendant les rêves ou les trans hallucinatoires, les animaux et les plantes peuvent reprendre une apparence humaine, etc. Donc ça serait complètement absurde de dire qu'on doit tendre vers ça, quoi. Et du coup,
j'utilise la relation de sujet à sujet. Ça veut, considérer l'autre comme un sujet ne veut pas dire l'anthropomorphiser, ne veut pas dire que je le considère, même pas que je lui attribue une intériorité. Ça veut dire qu'en gros, je tiens compte de sa position, de ses intérêts possibles, même si on parle d'un écosystème, d'un arbre, etc. Donc c'est beaucoup plus large que la relation de type animique et une forme parmi plein d'autres possibles. Mais cette distinction-là, déjà c'est mal défini, c'est très vague, c'est vraiment une façon de présenter les choses, mais il y a eu plein de types de relations de sujet à sujet possibles. Et voilà, c'est juste une façon justement d'englober pour pas rester. Mais on va peut-être pas rentrer dans ça, c'est un peu technique. Vous le dessinez avec beaucoup d'humour, puisqu'à un moment vous dessinez un humain qui dialogue avec un plant de manioc en lui disant est-ce que ça te dirait d'aller voir un match de foot au kebab de la gare. Ça donne ça, par exemple, transposé dans vos bandes dessinées. C'est ça, mais du coup, la relation de sujet à sujet n'implique pas. On n'est pas obligé d'aller voir des matchs de foot ou des Tarkovsky, parce que finalement, c'est ce que propose le plan de Manioc, pour sortir de la crise écologique. Dieu merci, parce que ça demanderait quelques aménagements. Un mot peut-être de cette planche qui est derrière nous, qui s'intitule Totem et qui est extraite de votre deuxième livre, Petit traité d'écologie sauvage. Alors là vous mettez en scène le retournement de la situation ethnologique, c'est-à-dire ça n'est plus un ethnologue européen qui va chez les Givaro, c'est un ethnologue Givaro qui vient dans une petite ville de Seine-et-Marne qui s'appelle Bois-le-Roi. C'est au milieu d'un renversement plus général où c'est des BD. Enfin, l'objectif premier, c'est quand même de faire de l'humour débile, absurde, mais en utilisant des outils qui viennent de l'anthropologie, où j'imagine que l'animisme, et pour le coup l'animisme dur, où les plantes et les animaux sont vraiment considérés comme des personnes, est devenu la pensée dominante dans le monde, y compris pour nos hommes politiques. Donc évidemment, ça transforme les problèmes de politique, tant intérieure qu'internationale. Et il reste quand même des petites enclaves où survit le naturalisme occidental, où il reste un concept de nature. Et donc, je mets en scène un anthropologue Givaro qui est fasciné par ces lieux et qui tente de sauver avec passion les dernières fermes d'élevage intensif, les derniers bars PMU, et l'idée qu'on ait un concept de nature le fascine complètement. Et une des choses qui m'a amusé, c'est de le faire très enthousiaste et de lui faire commettre un peu tous les types d'erreurs d'interprétation, notamment de surinterprétation, qu'ont commis les anthropologues occidentaux en arrivant en Amazonie, dont moi, quand j'avais ce que je disais au début, les lances du crépuscule à la main, et je voulais absolument que les Indiens que j'avais en face ressemblent à ceux qui étaient dans le livre. Et donc, le moindre petit signe, on voit derrière la manifestation d'une cosmologie, etc. Et donc, lui, dans les moindres petits actions quotidiennes qu'il observe au Café de la Gare de Bois-le-Roi, il retrouve la mythologie grecque, la distinction nature-culture, etc. Mais c'est intéressant aussi parce que vous mettez en scène vraiment la position de l'anthropologue qui est à la fois observateur, mais qui est aussi observé. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Et on se moque de lui en permanence, évidemment. Ouais. Et on lui répond n'importe quoi. Et ça reste un sujet. Quand je vais chez les Annapuraq, en l'occurrence, j'y retourne régulièrement. J'y étais encore il y a 2 mois. Et ça reste un sujet à la fois d'exaspération quand même et de fascination, avec quel enthousiasme ils se moquent de moi et ils me répondent n'importe quoi et à quel point ça les amuse. Donc oui, je me suis un peu vengé en mettant un Givaro dans la même situation que moi à Bois-le-Roi. Philippe Descola, vous l'avez aussi expérimenté. Oui, la chose que j'enseigne à mes étudiants, c'est que le véritable terrain commence quand on pose plus de questions. C'est-à-dire quand on a compris la langue que les gens parlent et qu'on interagit avec eux au quotidien normalement. Et c'est là qu'on apprend énormément. Et donc c'est pour ça que l'apprentissage de la langue était quelque chose d'absolument central. C'est que effectivement les gens, même lorsqu'ils ne souhaitent pas répondre à des questions, j'allais dire, il n'y a rien qu'on ne puisse pas apprendre. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, non pas que tout dans une culture nous est transparent, mais que c'est ce que je raconte dans Les Lances du Crépuscule, puisque le livre est un peu construit comme un roman policier. Il commence par un assassinat. Bon, Givaro, ils sont toujours d'ailleurs des gens assez... la tête près du bonnet, et donc la vendetta joue un rôle important. Et c'est toutes les histoires qu'on m'a racontées au fil du temps
pour désigner qui était le meurtrier. Mais on finit toujours par apprendre qui c'est, évidemment. On est un peu comme des flics, ou comme l'Inquisition, on finit toujours par savoir ce qui se passe. Mais pourquoi ? Parce que simplement, on est attentif, on devient une éponge, on est un meuble dans un coin de la maison, et donc on regarde, on apprend, etc. Mais ça demande du temps. C'est ça, au fond, ça demande pas de grand talent d'être un ethnologue, hein, ça demande de l'humilité et du temps. Alors après, on en fait ce qu'on veut. On peut faire des interprétations plus ou moins plausibles, plus ou moins pertinentes, etc. Mais les informations ethnographiques, qui sont ce qu'on appelle des informations ethnographiques, c'est des choses qu'on incorpore, y compris physiquement, hein, dans ces façons de se tenir, dans ce qu'on apprend à manger, dans les habitudes que l'on prend de toutes sortes et qu'on finit par partager avec les gens au milieu desquels on vit. Et c'est ça qu'on essaye de restituer après, imparfaitement, parce qu'au fond, c'est aussi une tranche de notre vie qu'on restitue. Et c'est ce qu'a fait Alessandro, c'est ce que j'ai fait dans Les Lances du Crépuscule, et c'est un tout petit bout, simplement. On pourrait écrire des monographies et des monographies et des monographies sur de très nombreux aspects d'un collectif au sein duquel on a vécu, dont on a partagé la vie, et dont on finit par partager en partie les valeurs. Le caractère révolutionnaire de l'ethnologie, si je puis dire, c'est ça, c'est qu'au fond, et c'est ce que tu as parfaitement exploité dans tes bandes dessinées, c'est que à partager progressivement, à apprendre à partager progressivement une façon de vivre très différente de la sienne, sans partager toutes les valeurs des gens avec lesquels on vit, parce qu'il y en a qui sont difficiles à admettre. Hein. Chez les Achuar, il y avait par exemple la brutalité masculine vis-à-vis des femmes, c'est des trucs qui me choquaient beaucoup, ma compagne aussi, évidemment. Mais à force de partager cette façon de voir, eh bien évidemment, au retour, on a un retour critique précisément sur soi-même et sur le monde qu'on a quitté pendant quelques années et qui vous apparaît tout d'un coup dans toute sa nudité comme un monde d'injustice, en particulier un monde d'objets. L'une des choses que j'ai trouvé insupportable en revenant après toutes ces années de terrain, c'est précisément l'accumulation des objets. Et j'ai compris ce que c'est l'analyse de Marx du fétichisme de la marchandise, là, parce que ça m'est sauté aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, les rapports entre les gens sont des rapports entre des objets médiatisés par des gens. Et c'était terrifiant, après avoir vécu avec très peu de choses, et très bien, pendant des années, tout d'un coup, penser qu'on avait besoin de cette monstrueuse quantité d'objets qui circulaient de façon marchande était de quelque chose... J'ai encore un peu de mal avec ça, je dois dire. Et ça, au fond, c'est l'aspect critique de l'ethnologie qui révèle... bien sûr, on essaye de le montrer dans ce qu'on publie, d'autres manières d'être au monde, mais qui en même temps influent profondément sur l'ethnologue et sur la façon dont il conçoit après l'existence. Lévi-Strauss, qu'on présentait comme quelqu'un de réactionnaire, ou en tout cas de conservateur, a écrit... a prononcé une conférence en 1937 lorsqu'il est revenu du Brésil brièvement à la CGT, où il définissait, qui a été publiée récemment, elle est amusante à lire, où il définissait l'ethnologie comme une science révolutionnaire précisément, parce qu'elle permettait ce type de mise à distance de nos propres institutions, et c'est un leitmotiv qu'on retrouve sous la plume des ethnologues depuis la fin du XIXe siècle. Le temps file, donc on ne va pas s'arrêter très longtemps sur cette troisième planche qui est extraite de la cosmologie du futur. Donc on voit bien en effet le contraste entre ce couple de mésanges et puis François Fillon au moment de la campagne présidentielle. Un mot peut-être, tout petit mot de commentaire avant de passer, où on passe directement à la ZAD. Voilà. Donc on en arrive à ce dernier livre, La recomposition des mondes, qui est, je le disais, le récit de votre expérience à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous dites dans le livre que vous y arrivez avec avec des idées, enfin surtout des idées, et puis en fait c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, quand on met un pied dans la ZAD, on est tout de suite adopté. Il n'y a pas d'étranger à la ZAD, hein, on est tout de suite dedans et on met tout de suite les mains
les mains dans la farine. Enfin. Le rapport aux préjugés que j'avais avant de partir est presque inverse. Enfin, cette BD-là est presque l'inverse de la première chez les Givaro, vu que celle chez les Givaro, ça serait trop fort de dire que c'est le récit d'une déception, mais il y a un petit peu de ça. J'avais imaginé je m'étais préparé à un tel choc, oui, voilà, vivre dans un monde où vraiment le moindre détail me plongerait dans des abysses d'altérité. Or, comme j'ai commencé à le dire, ça fait 10 ans que je retourne chez les Givaro, c'est très sympa. On rigole bien, ils se moquent énormément de moi. C'est d'ailleurs ma motivation principale pour essayer d'apprendre leur langue, parce que ils pleurent de rire. Je sens bien que je suis l'objet de leurs blagues, mais évidemment, ils refusent de me le traduire. Et je me moque d'eux en retour, c'est très sympa, mais c'est pas du tout. Ça fait un peu café du commerce, quoi. C'est pas du tout le bouleversement cosmologique que j'avais prévu. Et sur la ZAD, vu que j'étais moi aussi pénétré par les clichés qui nagent autour de nous, même en partie inconsciemment. J'avais prévu d'y passer une semaine, en gros, pour y prendre peut-être des illustrations qui me serviraient dans un ouvrage beaucoup plus général, une sorte d'essai théorique illustré. Et finalement, j'en suis pas plus parti. J'étais complètement happé par le lieu. J'ai complètement oublié l'idée que je voulais faire une BD sur eux. C'est revenu plus tard. Et là, pour le coup, la BD est le récit d'un émerveillement, quoi. Ça allait bien au-delà de ce que j'imaginais, quoi. Alors, on a choisi ces deux planches parce qu'on voit bien tout ce qui se passe, c'est-à-dire à la fois la vie à Paris dans ce bureau là d'un directeur des ressources humaines, le métro, à la fois alors il faut pas dire la nature, mais les relations avec les non-humains, et puis le dialogue que vous mettez en scène entre vous et un des policiers qui est chargé de faire l'expulsion, et imaginaire, oui, imaginaire et très amusant d'ailleurs, mais en tout cas policier qui se pose beaucoup de questions. C'est une BD, ça a été assez satisfaisant, parce que c'est une BD qui reprend tous les codes de la BD à la première personne, comme ma BD chez les Givaro, où je me mets en scène, ce qui est un outil très efficace en BD, parce que là aussi ça permet de se moquer de soi très facilement, mais la BD sur la ZAD est tout incrustée de digressions absurdes, soit théoriques, soit juste d'avoir la réplique donnée par un gendarme mobile, pareil, qui m'a procuré beaucoup de satisfaction, vu que sur la ZAD on passe énormément de temps à parler à des gendarmes mobiles. Et j'ai fait parce qu'il n'y a pas que les expulsions. Avant les expulsions, et après, il y a des périodes d'occupation où juste ils prennent position sur les routes et ils bougent pas et ils attendent cela. Et du coup, avec tout un tas d'amis de la ZAD, on leur faisait vraiment des conférences d'anthropologie de la nature extrêmement détaillées. Et du coup, c'était satisfaisant d'enfin pouvoir en dessiner un qui répondait, quoi. Philippe Descola, pourquoi selon vous cette expérience de la ZAD est aussi singulière, aussi importante aujourd'hui? Enfin, j'ai lu un entretien que vous avez donné à la revue en ligne AOC, et vous dites au fond c'est aussi original que la Commune de Paris. Oui, c'est une expérience socio-écologique qui est difficile à définir, mais qui est fondée sur un rapport d'identification à un lieu, un territoire, mais j'ai peine à employer ce terme de territoire, parce que avec le mot de territoire, on est déjà dans une conception, disons, westphalienne, au sens du traité de Westphalie, qui a défini des États avec des frontières stables, reconnues par les voisins, et qui éventuellement se font la guerre. Mais c'est en tout cas un lieu singulier qui a suscité une adhésion, une identification à la fois de gens qui y vivaient auparavant et de toutes sortes de gens qui sont venus y résider par la suite. Et cette identification dessine une façon complètement nouvelle de rentrer en rapport avec des espaces, avec des lieux qui diffèrent du mouvement général d'appropriation individuelle ou collectif qui caractérise la transformation d'une grande partie des biens communs en Europe, à partir du mouvement des enclosures, si on peut même le faire revenir au Moyen-Âge, et qui transforme au fond ce mouvement de privatisation de l'espace et de ce qui est perçu comme des ressources. Ça tranche sur ce mouvement, et en ce sens, c'est une expérience politique
extraordinaire. C'est un laboratoire dans lequel, alors c'est Alessandro, mon ethnologue, hein, des informations viennent... Puisque vous n'y êtes pas encore allé. Puisque je ne suis pas encore allé, je n'ai pas fait le genre de terrain que j'ai fait chez les Hatchoirs, donc j'en parle de seconde main. Mais l'impression que j'ai, c'est celle-là, précisément, que c'est un laboratoire social complètement singulier, comme il en existe d'autres, on pense évidemment à l'expérience zapatiste, on pense au mouvement du municipalisme de la Rojava syrienne, etc. Il y a d'autres expériences dans le monde d'une transformation. Ce n'est pas des sociétés qui, comme les Hatchoirs, au fond, se sont trouvées confrontées aux défis de la modernité, qui ont dû adapter leur organisation pour se défendre contre l'appropriation par des prédateurs qui venaient de l'extérieur. Là, c'est un mouvement interne au capitalisme, ou un mouvement interne, en tout cas, à ces formes périphériques au Mexique ou en Syrie, qui produit, en quelque sorte, un résultat nouveau qui me semble être une source d'inspiration. Alors, c'est un mouvement qui est encore local, mais dont on peut imaginer que par le biais d'alliances entre différentes formes de rapports à des lieux, à des espaces auxquels on s'identifie, pourraient se constituer, au fond, des ensembles beaucoup plus vastes qui ne prendraient plus la forme qui nous est la plus habituelle, qui est celle d'une coexistence d'États et de multinationales en compétition les unes avec les autres. Mais alors, j'ai posé une question extrêmement naïve, mais pourquoi ça déchaîne autant de violence et de peur? Parce que quand on en parle comme ça, on se dit oui, c'est extrêmement enthousiasmant, ce laboratoire. Pourquoi ça déclenche autant de violence de la part de l'État que vous mettez en scène dans la BD? Parce qu'il en a peur. Mais pourquoi il en a peur? Et moi, ça a été une découverte. Encore une fois, je viens pas du milieu militant, je n'étais pas politisé. Je me suis politisé à grande vitesse, évidemment, sur la ZAD. Mais ça a été ma découverte. C'est que avant ça, j'aurais analysé cette situation. Je me serais dit, parce qu'il est la façon classique d'analyser les choses sur la situation de la ZAD, mais plein d'autres situations du même genre dont on pourra parler, parce que ça me semble vraiment fondamental comme point pour comprendre un petit peu la période qu'on traverse. C'est que spontanément, même les soutiens de la ZAD dans les médias ou quoi parlent d'incompréhension. C'est parce que l'État ne comprend pas, mais on n'envoie pas 2500 gendarmes mobiles en prenant le risque de tuer, parce que ça, c'était quand même... Ils ont pris, c'est quasiment miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort pendant cette phase d'évacuation. On ne prend pas un risque pareil parce qu'on ne comprend pas, quoi. Et par ailleurs, vu que quand on est sur place, il y a quand même il y avait des échanges avec des gens qui étaient proches de l'Élysée, etc. Et oui, ça crée vraiment une réaction de peur. Pour comprendre cette peur, qui est assez mystérieuse, effectivement, parce que ça reste 1600 hectares, quoi. On se dit, c'est pas, vu la puissance qu'il y a en face, c'est étonnant qu'il soit saisi d'effroi face à un aussi petit territoire et 350 personnes, avec de nombreux soutiens, mais néanmoins, quoi. Faut quand même... je sais pas trop comment... pas faire trop long, mais en reprenant un peu à la base, en s'intéressant à comment fonctionnent les motivations humaines, en tout cas à un niveau en partie non conscient, un rouage extrêmement fort, on cherche à être considéré comme un collaborateur fiable par les gens de notre groupe, ceux qui comptent pour nous, c'est-à-dire les gens avec qui on partage de l'affection, ceux avec qui on peut être amené à collaborer, et ceux avec qui on partage des intérêts stratégiques, etc., quoi. Et cette motivation est très forte, et elle peut être recouverte ensuite par des justifications a posteriori, y compris pour soi, où on s'invente des raisons d'agir, mais qui ne correspondent pas au rouage profond, quoi. Et maintenant, si on se demande quels sont les intérêts de groupe de nos dirigeants, le principal, c'est que le peuple soit gouvernable, quoi. Et qu'ils soient inoffensifs pour eux, en gros, vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux, et que leurs intérêts divergent, en gros, avec ceux du reste de la population. Donc, je prends un autre exemple extrêmement bateau, pareil, on lit partout une phrase qui a l'air complètement objective et descriptive, qui dit le gouvernement ne parvient pas à faire baisser le chômage, ou les gouvernements successifs ne parviennent pas à faire baisser le chômage. On a l'impression que c'est d'une objectivité totale quand on décrit simplement les faits, alors que ça
ça contient implicitement un monde parallèle qui vraiment n'existe pas, où nos dirigeants essaieraient de faire baisser le chômage. Mais si on applique là-dessus les outils d'analyse des sciences cognitives, c'est absurde. Il faudrait que ce soit des mutants d'altruisme pour qu'ils fassent baisser le chômage, sachant que tous les gens qui comptent pour eux, vraiment au sens très large, ont un besoin vital que le chômage soit élevé. Pour un chef d'entreprise, un pays au plein emploi, c'est le cauchemar absolu. C'est ce qu'ils veulent vivre pour rien au monde. Les rares moments où ils ont vécu ça, ça les a vraiment terrifiés. Parce que sans la peur du chômage et de la rétrocession sociale, etc., la population devient ingouvernable, se met à refuser toutes les tâches dégradantes et sous-payées qu'on leur propose. Et cette divergence d'intérêts entre ce que nos dirigeants considèrent comme... encore une fois, ça peut être en partie inconscient. On pourra reparler de ça, mais parce qu'ensuite on trouve des justifications pour expliquer ces actions. Mais en tout cas, à un niveau spontané, c'est des gens qui, comme tout le monde, c'est pas spécialement des monstres, c'est des gens qui, comme n'importe quel humain, pensent à ses intérêts de groupe, à être bien considérés par les gens cette divergence d'intérêts est largement aggravée par la crise environnementale qui plane. Là aussi, c'est absurde de dire ils n'ont pas pris conscience, il faut les sensibiliser. Ils ont parfaitement pris conscience de la gravité de la crise environnementale. C'est pas des abrutis, ils ont fait des études, ils sont capables d'interpréter des résultats scientifiques à peu près unanimes, donc ils savent très bien ce qui se passe, et simplement ils prennent les décisions qui sont rationnelles du point de vue du groupe qu'ils composent, c'est-à-dire des gens qui vont être de plus en plus en danger, parce que les ressources vont être de plus en plus limitées, la situation va se dégrader dans plein d'endroits. Il y a une certaine composante du mouvement des Gilets jaunes qui peut quasiment ressembler à des émeutes de la faim, en tout cas au début, et ça va évidemment devenir de plus en plus fréquent. Et donc nos dirigeants, c'est étonnant, mais ont peur de ça, ont peur que dès que le peuple commence à échapper à sa gouvernabilité, ça leur fait extrêmement peur. Donc pour le rendre gouvernable, donc il y a évidemment la peur du chômage, il y a la démolition de toutes les formes de solidarité, de démolir l'État-providence partout où il existait encore, et l'exploser, le rendre le plus incapable possible de s'organiser, vu que c'est ce qui leur fait peur en premier lieu, c'est la possibilité qu'ils s'organisent et que des alliances se tissent. Et ils ont développé des... c'est bizarre. Ce qui est terrible quand on parle de ça, c'est que ça sonne tout de suite complotiste. C'est pour ça que c'est important d'employer là, j'ai pas le temps de le faire, mais les outils descriptifs des sciences cognitives, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas du tout besoin de comploter dans l'ombre. C'est juste des gens qui, au jour le jour, suivent ce qu'ils considèrent spontanément comme leur intérêt, comme tout le monde, quoi. Et donc rendre la population la plus incapable possible de s'organiser et de tisser des alliances en l'ubérisant, par exemple, en démolissant les solidarités qui peuvent exister dans le monde du travail. Et depuis les années 70, quel moment où... c'est ce qui est très bien décrit dans un très joli livre que je recommande qui s'appelle « La société ingouvernable » de Grégoire Chamaillou, où il raconte, c'est très documenté historiquement, où il raconte ce mouvement de panique qui a traversé les milieux entrepreneuriaux, les milieux d'affaires, quand certains endroits s'approchaient du plein emploi, quoi. Et en plus, ça coïncidait avec une période où les premières luttes écologiques, notamment les boycotts, il y a le boycott célèbre de Nestlé qui les a fait plonger complètement, qui a failli. Et donc à ce moment-là, il y a ce grand mouvement de réaction du néolibéralisme autoritaire, en gros, qui veut reprendre les choses en main, qui développe tout un tas d'outils pour gouverner le peuple et notamment démolir les mouvements sociaux type mouvement écologique de l'intérieur. Bon, je ne vais pas pareil rentrer dans les détails, mais les mouvements qui se saisissent de territoire, ça c'est nouveau pour eux. Et là pour le coup, ils n'ont pas les outils, d'autant plus qu'une lutte qui prend un territoire, et il y a un facteur taille, quoi, un territoire suffisamment grand pour qu'il y ait réellement une sorte vraiment l'ébauche d'un monde autre qui se crée, donc là, avec un monde réellement autre, avec donc plus de distinction nature-culture, et surtout une sphère économique dont la suprématie est balayée, et cette création d'un monde autre où déjà on montre en acte qu'il y a tout un tas d'alternatives, où il y a une joie dans la lutte, qui est une découverte pour plein de gens, dont moi, qui se mêlent à ça, c'est qu'on vise intuitivement, on imagine ce genre de lutte comme vraiment une souffrance quotidienne en vue d'un objectif lointain que sans doute on n'atteindra jamais, alors que le principal intérêt et beauté de ce genre de lutte, il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas que c'est l'intensité de vie quotidienne qu'elle procure, les solidarités qu'elle tisse. Là, c'est ce que découvrent les Gilets jaunes, en gros, dans plein d'endroits, quoi.
Et ça, voilà, faut que ça panique très rapidement les sphères dirigeantes parce qu'ils sentent sans doute bien que surtout sur fond de crise écologique, ils risquent de pousser des ZAD partout, quoi. Mais alors vous dites qu'ils risquent de pousser des ZAD partout. Philippe Descola, selon vous, est-ce que cette expérience-là est transposable à plus large échelle ? C'est une question extrêmement complexe. C'est la grande question. Au fond, la grande question que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question des échelles, précisément. C'est-à-dire comment concevoir des formes d'autonomie territoriale, si on veut, se nouant des constellations de liens, d'alliances, de solidarité à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas un monde tellement difficile à imaginer pour les historiens, pour les anthropologues, qui n'ont pas des précédents qui pourraient fournir des modèles, mais qui ont l'habitude de formes extrêmement différentes d'organisation des collectifs humains et non humains que celles, au fond, tout à fait récentes, qui se sont développées depuis 2 ou 3 siècles. Et moi, je pense par exemple à l'Italie du Nord, au moment à la fin du Moyen-Âge, avec ces alliances entre cités, les jeux de rivalité, de conflit avec Rome, avec le Saint-Empire, avec Venise, etc., qui formaient des coalitions. C'est un monde de conflit aussi. C'est pas un monde qu'on peut envisager comme celui, au fond, qui serait sous la houlette bienveillante de l'Organisation des Nations Unies, essayant de concilier les intérêts des uns et des autres, des humains et des non-humains, dans le meilleur des mondes possibles. C'est un monde conflictuel. Mais c'est très difficile à imaginer, mais je pense que c'est pas complètement impossible. Et encore une fois, le problème principal, c'est celui de l'échelle. C'est-à-dire, au fond, cette expérience, de toute façon, c'est des expériences qui sont d'une certaine façon spontanées. C'est-à-dire, on ne va pas... J'évoquais tout à l'heure un passé militant, donc c'est formidable, la ZAD, ça transforme un spécialiste de sciences cognitives en un militant convaincu et enthousiaste assez rapidement, beaucoup plus que dans une demi-journée, beaucoup plus qu'une plongée chez les Givarots. Mais donc par rapport précisément à mon passé militant, cette idée d'un futur qu'on va organiser le lointain par le travail militant, etc., qui est bien planifié, dont je me suis rendu compte c'était un projet un peu délirant parce qu'au fond il n'avait aucune prise sur la réalité. Eh bien, la différence précisément, c'est que ça, c'est des mouvements dont il faut encourager, au fond, l'inventivité et les formes de connectivité entre eux, sans qu'on sache encore très bien sur quoi ça va déboucher. Voilà, Eric me fait signe qu'il faut que je vous passe la parole. Dans le public, là, on a déjà un peu débordé sur le temps qui nous était imparti. Est-ce que ce micro fonctionne ? On va regarder. Bonjour, merci beaucoup pour ces propos très intéressants. J'ai une petite question peut-être un peu confuse, mais donc j'adresse à la fois à Philippe Descola et à Alessandro. Est-ce que vous pensez qu'il est encore pertinent aujourd'hui de se saisir de la théorie marxiste ? Et qu'est-ce que vous pensez du travail de John Bellamy Foster, qui considère que dans le Marx anthropologue, il y a en fait une conscience écologique ? Peut-être que l'un des malheurs, au fond, de la destinée du marxisme, c'est d'avoir mis l'accent sur le Marx économiste, le Marx du capital, qui a produit des analyses fascinantes sur la formation de la plus-value, donc sur les mécanismes de constitution du capitalisme, et qui en accord, au fond, avec le libéralisme, avec l'idéologie libérale qui avait commencé à se développer, comme je le dis, à la fin du XVIIe siècle en philosophie, a mis l'accent sur la production.
Et la production, c'est quelque chose qui est partagé. Le productionnisme, c'est quelque chose qui est partagé par le libéralisme et par le socialisme, disons. C'est-à-dire, et ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le couplage entre la promesse d'émancipation, la promesse de plus d'autonomie, la promesse de plus de liberté, évidemment par rapport aux sociétés d'Ancien Régime, et la promesse de ce que cette autonomie était fondée sur le progrès du bien-être. Et le progrès du bien-être était obtenu par des formes de plus en plus efficaces de production, dont certaines étaient des formes capitalistes qui mettaient au fond les producteurs dans une situation de dépendance et de domination insupportable, le socialisme étant la façon au fond de restaurer une production dans laquelle les producteurs seraient les maîtres de leur destin, c'est-à-dire les propriétaires des facteurs de production. Donc ça, c'est le Marx, si vous voulez, classique. Il y a le Marx plus ancien, ce qu'on appelle le premier Marx, le Marx des manuscrits de 1944, les Marx du 18 Brumaire, etc., qui a au fond des développements très intéressants qui n'ont pas été tellement poursuivis. Alors il y a des gens qui vont effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interprétation des différentes variantes de Marx, mais il y a au fond, notamment dans le premier Marx, une conscience sans doute plus nette du coût écologique, pour dire les choses simples, du poids, au fond, de la base matérielle, physique du capitalisme, peut-être plus que dans le second. C'est le second qui, au fond, a été retenu par les théoriciens marxistes qui ont conceptualisé, au fond, les régimes politiques socialistes du XXe siècle. Voilà ce que je peux répondre. Plus de Friction littéraire en podcast sur olesbeaujours.fr.